bonjour Jean-Louis Debré, bonjour Monsieur le Président, je suis très heureux de vous accueillir, nous sommes flattés de votre présence ici. Vous venez parler de votre dernier livre, mais auparavant une brève introduction, parce que vous avez un parcours absolument impressionnant. Vous avez présidé le Conseil constitutionnel pendant 8 ans, l'Assemblée nationale pendant 4 ans, vous fûtes maire d'Évreux pendant 5 ans, président du groupe RPR à l'Assemblée nationale pendant 4 ans, ministre de l'Intérieur pendant 2 ans, 2 fois député pendant au total 18 ans, député de l'Eure. Et de surcroît, vous avez écrit et publié un nombre très impressionnant d'ouvrages, de livres sur des sujets extrêmement variés. 9 essais historiques en 1980, je ne sais pas si c'était le premier, c'était la justice au XIXe siècle. 9 essais politiques, à commencer par les idées constitutionnelles du général de Gaulle en 1974. Les idées constitutionnelles du général de Gaulle, d'ailleurs, par parenthèse, c'était peut-être les idées de votre père, non? Qu'il avait reprises, ou en tout cas, par lesquelles il était influencé. Qui a été réédité en 2015 et qui a eu le prix Edmond Michelet. Et 5 romans policiers, plus celui-ci, La Rumeur, qui est un roman très intéressant parce que c'est à la fois un roman policier, un roman d'espionnage et un roman politique. Alors, comment avez-vous eu l'idée de ce triple roman? C'est comme ça que je suis en train de le lire. Je l'ai presque terminé, je garde le meilleur pour la fin et je ne vais rien dévoiler. Comment avez-vous l'idée de le faire et comment travaillez-vous en tant qu'écrivain dans ces différents domaines? D'abord, merci de me recevoir. Mais vous savez, je n'ai pas suffisamment de talent pour tout inventer. Et à regarder la société, à regarder le monde politique, on trouve tous les jours des histoires. Je crois qu'il y a le philosophe Alain disait que dans la vie, on rencontre beaucoup de copies et peu d'originaux. J'ai eu la chance, par mon parcours, de tomber à la fois comme magistrat, parce que j'ai été 15 ans juge d'instruction, mais aussi en politique, de tomber sur des originaux, sur des personnages qui sortent de l'origine. Et j'écrivais toujours en les observant, en me disant mais ça me fera des personnages. Donc voilà, ce livre, c'est le fruit d'une imagination qui puise ses sources dans du vécu. Lorsque j'ai été pendant 15 ans juge d'instruction, j'étais spécialisé dans le grand banditisme et le terrorisme, à l'époque des grands attentats. J'arrive au ministère de l'Intérieur, 8 jours après mon arrivée, ce sont les attentats islamistes. Et vous êtes, le ministre de l'Intérieur est à la frontière entre le politique et les investigateurs, les enquêteurs. Et donc j'observais ça avec beaucoup d'attention, et c'est le fruit. J'ajoute qu'à observer les hommes politiques, la politique surtout à un haut niveau, sont des métiers extrêmement déstabilisants. Toujours, on vous annonce toujours les mauvaises nouvelles. Et donc le politique, surtout lorsqu'il est le chef d'État, a besoin d'être rassuré. Et lorsqu'il est face à un événement dans lequel on ne peut pas lui expliquer l'origine, il est emparé. Et c'est cette histoire. C'est cette histoire qui est accrue par l'observation aujourd'hui de la vie politique. Qu'est-ce qui rythme la vie politique aujourd'hui? Ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Personne ne les écoute, mais tout le monde les entend. Et voilà, c'est l'histoire de ce livre. Voilà une rumeur. Une rumeur qui se répand. Et dès qu'elle se répand et qui concerne le chef de l'État, celui-ci ne peut pas concevoir qu'immédiatement on ne lui dise pas qui est à l'origine de la rumeur. Je dis tout de suite pour nos auditeurs que c'est une rumeur selon laquelle le président est malade. Est malade. Il a beau se montrer, il a beau faire des déplacements en province, il a beau montrer qu'il est en pleine forme. Non, la réalité ne tient pas face à la rumeur. Et les gens disent d'ailleurs, on l'entend, si la rumeur persiste, c'est qu'il y a quelque chose de vrai. Il n'y a rien de vrai. Mais le président veut savoir
D'où vient cette rumeur? Par exemple, quand on parle du cas de 2 présidents où il y a eu également ces rumeurs, il y a eu le président Pompidou plus récemment et aussi François Mitterrand. Est-ce que vous, au niveau, aux fonctions que vous aviez et aux relations que vous aviez, vous saviez ce qui se passait vraiment lorsque l'on disait que le président Pompidou était très malade et que François Mitterrand, déjà en 81, on avait dit qu'il était malade? Pour Georges Pompidou, à l'époque, j'étais au cabinet de Jacques Chirac, ministre de l'Intérieur. Et donc, on se doutait qu'il y a quelque chose, d'autant plus que physiquement, il avait considérablement changé. Il était sous cortisone, donc il enflait, donc on voyait bien qu'il y avait quelque chose. Sous Mitterrand, je n'avais pas d'informations particulières, mais le bruit se répandait, il se disait, les indiscrétions du Conseil des ministres, où il arrivait en retard. Mais peu importe, le président veut savoir qui colporte cette rumeur. Alors, naturellement, là, il y a plusieurs thèses. Il choisit les renseignements, les services de renseignement. Dites-moi qui est à l'origine. Dites-moi qui est à l'origine. On ne sait pas. Et là-dessus, arrive un crime, en plein cœur de Paris, et les investigations font que les services de renseignement qui veulent toujours apparaître comme sachant tout, disent au président, on connaît l'origine. La réalité est plus compliquée que ça. Et puis, en politique, il y a une vraie règle. Il faut se méfier de ses adversaires, mais il faut aussi se méfier de ses amis. Oui, c'est ce qu'on voit dans votre livre. Et justement, à propos des personnages politiques qui apparaissent ici, le président, tous les présidents des corps constitués, tout ça, est-ce que c'est un roman à clé? C'est-à-dire, est-ce que le président, c'est Macron? Est-ce qu'un tel, c'est... Dans le livre, je n'ai pas nommé le président. On l'appelle le président. Oui. Pour moi, tous les personnages qui apparaissent dans cet ouvrage, ils ont un nom pour moi. Je les vois, je les ai côtoyés, je les ai observés. Mais pour le lecteur, ils sont... parce que, pour une raison très simple, c'est pas un livre historique, et que la problématique est toujours la même. Que ça soit M. X, Y ou Z, le président veut savoir. Lorsque j'étais, je l'ai raconté, mais lorsque j'étais ministre de l'Intérieur qui a eu ces attentats, immédiatement, le réflexe du président ou du Premier ministre, qui a posé la bombe? Et quand vous été magistrat comme moi, où il faut trouver des éléments de preuve, ben vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et vous écoutez la télévision et toute la journée, on vous dit « Mais c'est telle mouvance, mais c'est tel monsieur. » Peut-être. Que pensez-vous des experts qu'on voit à la télévision qui savent beaucoup de choses? Je pense qu'ils passent très bien à la télévision, mais qu'ils ne savent rien. Mais ils ont raison. On les fait passer à la télévision, pourquoi? Pour rassurer. L'opinion publique, elle a peur de ce qu'elle ne comprend pas. Or, quand vous avez un attentat, le juge, comme la police, doivent, par l'enquête, recueillir des éléments de preuve pour dire « c'est monsieur un tel ». Si vous le prenez et vous dites « c'est lui », eh bien, il n'y aura pas de suite, puisqu'il n'y aura pas de preuve. Donc, nous sommes en confrontation avec la recherche de la preuve et le souci de rassurer l'opinion publique. Oui, là, dans l'affaire de la pandémie, les experts aussi parfois se contredisent entre eux et souvent aussi ils annoncent toujours de nouveaux variants, de nouvelles catastrophes et tout ça. Eux ne sont pas vraiment là pour rassurer. Non, mais parce que, si vous voyez, nous sommes dans une société aujourd'hui très, très particulière où le principe de précaution est devenu un principe juridique. Et donc,
si vous n'alertez pas, si vous ne prenez pas toutes les précautions, vous pouvez vous retrouver dans une situation juridique compliquée. Et donc, tous ces experts prennent les devants en disant mais, oui, mais c'est dangereux, c'est très bien de prendre les précautions, mais le fait d'en avoir fait un principe juridique, c'est très compliqué parce que vous pouvez vous retrouver assigné devant des juridictions ou assigné politiquement devant le tribunal de l'opinion publique parce que vous n'avez pas pris des précautions. C'est ce qui est arrivé à Fabius dans Oui, l'affaire du sang contaminé. oui, mais là, que dites-vous en tant qu'ancien président du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il faudrait changer les lois pour... Mais vous ne changerez pas aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre ce principe de précaution. Le principe de précaution est essentiel. Oui, il faut prendre des précautions. Mais si vous voulez, on l'a introduit dans les principes généraux du droit. Ce n'est pas simplement une question de morale, c'est une question de droit. Et là, je prends toujours l'exemple. Lorsque Pasteur a découvert la rage, s'il avait pris ses précautions, on n'aurait pas découvert la rage. Oui, effectivement. Parce que la recherche, c'est précisément d'essayer de trouver quelque chose qui est introuvable, donc on prend des risques. Or, aujourd'hui, on n'accepte plus le risque. On est dans une société assez paradoxale, qui est de plus en plus compliquée. Le principe de précaution a été introduit dans la Constitution par la Charte sur l'environnement. Et si on pourrait très bien, et il y en aura des procès qui aboutiront à dire « mais toutes les précautions n'ont pas été prises ». Comment prendre des précautions face à un ennemi qu'on ne connaît pas? Eh bien, c'est la réaction des médecins. On prend toutes les précautions. Oui. Et c'est ce qui fait que parfois, ça entraîne une certaine confusion, puisque les ministres se protègent, les experts, ils vont... Alors, il faut toujours se méfier des experts aussi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, donc si vous voulez, la politique, c'est ça aussi. Et donc le président, je le dis dans le roman, il ne veut pas être déstabilisé. Il a beau faire tous les efforts, il est quand même déstabilisé. Et il veut savoir la vérité. Quel est votre point de vue sur la gouvernance actuelle du pays? Parce que vous avez exercé tellement de hautes fonctions, vous pouvez voir un peu si vous trouvez que, avec Emmanuel Macron, par exemple, on est arrivé de crise en crise, les gilets jaunes, la retraite, les grèves, et maintenant, bon, évidemment, c'est une épidémie qui n'a rien à voir avec lui personnellement, mais la gestion de tout ça apparaît quand même chaotique. Quelle est votre opinion? Ça, c'est très difficile, si vous voulez, parce que d'abord, je ne fais plus de politique. 2, quand j'en faisais, je me méfiais beaucoup des gens qui disaient « il n'y a qu'un faucon ». Très facile. En France, ça... En France, on est très fort. Ouais. Simplement, je pense que ce n'est pas le moment de faire le procès. Le moment viendra. Je pense aussi que pour éviter tout procès, il faut être clair et pas cacher la vérité. Vous voyez, si au départ, on avait dit la vérité sur les masques, on nous a expliqué, je me souviens encore de la porte-parole du gouvernement qui expliquait qu'elle ne savait pas mettre un masque, donc ça ne servait à rien. On ne voulait pas dire qu'on n'en avait pas. Ouais. À un moment, toute vérité se sait. Et le fait de ne pas avoir été crédible fait qu'on ne vous croit plus. Ce qui est important, c'est pour ça que je ne voudrais pas trop rentrer dans la critique, c'est que dans ces périodes de guerre, et on est en guerre contre une épidémie, il faut faire bloc et ne pas chercher à déstabiliser. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on répète sans arrêt des mensonges. Disons la vérité. Le vaccin, disons-le clairement, aussi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Et pour parler de vos fonctions de président de l'Assemblée nationale, et sans vouloir vous demander de critiques d'ordre politique, on parle beaucoup en ce moment de l'éventuelle réintroduction d'une dose de proportionnelle dans les élections. Quel est votre point de vue là-dessus? Faisons un peu d'histoire.
Vous savez que la 4e République, il y avait la proportionnelle, ça a été 11 gouvernements en 11 ans, avec des gouvernements qui duraient quelques jours, moyenne 6 mois. Prenez tous les pays qui ont recours à la proportionnelle, y compris l'Allemagne qui a un système très particulier puisqu'il y a des élus sur des listes. Tous les pays, l'Italie, Israël, la Belgique, n'ont jamais pu avoir des gouvernements stables. Car la proportionnelle, par sa répétition, aboutit à des gouvernements de coalition. Et elle ne marche pas. J'ajoute, pour le cas de la France, que la proportionnelle met une distance de plus en plus grande entre l'électeur et les élus. Pourquoi ? Parce que comme c'est un scrutin de liste, ce sont les états-majors qui décident qui est premier, deuxième. Et donc vous avez les chefs des partis sont toujours réélus. Et il n'y a pas de contact avec l'opinion publique. J'ajoute pour la France que depuis quelques années, on a pris un certain nombre de dispositions législatives pour aider financièrement les partis politiques. Et donc on le voit, aujourd'hui, il y a des sous-partis et on se multiplie les partis pour recevoir des subventions. La proportionnelle, plus le financement des partis politiques, aboutira à une assemblée en 2 ou 3 fois, avec 15 ou 16 partis, c'est-à-dire des gouvernements de coalition. Imaginez une seconde. Le gouvernement français, gouvernement de coalition, au moment de l'affaire des Gilets jaunes, il aurait volé un éclat. Imaginez une seconde le gouvernement français, c'est-à-dire laquelle il y a des hommes et des femmes venant de partis différents, d'ambitions différentes, au moment de la loi sur les retraites. Et puis, ce que montre toujours l'histoire, c'est qu'à la veille ou à l'approche des élections, les coalitions explosent parce que les partis ne veulent pas porter la responsabilité de ce qu'a fait l'exécutif. Donc voilà, ça veut dire qu'on change de régime, on en revient à une instabilité gouvernementale. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre en France, c'est quelle est la finalité d'un mode de scrutin. Pour certains, la finalité d'un mode de scrutin, c'est de donner une représentation la plus exacte possible de l'opinion publique. Alors si c'est ça, oui, prenons la proportionnelle, mais comme l'opinion publique change régulièrement de tendance, eh bien, faisons des élections tous les 2 ans. Ou alors, comme les anglo-saxons, le mode de scrutin est destiné à donner mandat à une majorité pour une durée déterminée pour assurer le gouvernement du pays. Représentation, mandat. Eh bien, la Ve République a assuré la stabilité des institutions par cette conception du mode de scrutin. C'est un mandat. Et si vous n'êtes pas content du mandat que vous avez donné aux parlementaires de soutenir le gouvernement, tous les 5 ans, vous changerez de majorité. Donc, c'est alternance. Même une dose de proportionnelle, ça ne vous paraît pas possible ? C'est fantastique. On met une dose de proportionnelle, 8 jours après, on mettra une dose supplémentaire, c'est terminé. Moi, je fais confiance aux électrices et aux électeurs, ils votent. Et ils désignent leurs représentants. Ce n'est pas aux partis politiques de se substituer, parce que la dose de proportionnelle, c'est pour les grands leaders d'opinion, les grands leaders politiques, d'assurer leur propre élection. Oui, ça c'est vrai. Le régime des partis. Le régime des partis. On en est mort. La 3e et la 4e République, quand on parle de l'avènement de la 5e République, on dit c'est l'affaire d'Algérie. Naturellement, c'est vrai que c'est l'affaire d'Algérie. Mais c'est surtout la décadence du régime qui a fait qu'on n'a pas vu l'affaire d'Indochine, on a été incapable d'accompagner les peuples d'Afrique et de Madagascar vers un statut d'indépendance. On n'avait pas vu l'affaire d'Algérie. L'économie, elle marchait que parce qu'il y avait les conséquences du plan Marshall de l'après-guerre, etc.
Bref, nul. On dévaluait la monnaie, aucune rigueur. Parce que c'était des coalitions et qu'il faut faire plaisir à tout le monde, etc. Voilà, bon. Je veux bien qu'on en revienne à la 4e, à la 5e, mais il ne faudra pas se plaindre que la France n'est pas gouvernée. Et c'est pour moi d'autant plus dramatique que jamais, de par le monde, la compétition entre les pays n'a été aussi grande. Et on voit combien on est dans une situation terrible aujourd'hui où il faut reconquérir notre souveraineté nationale. Vous pensez quelles sont les principales menaces que vous voyez justement contre la France et la souveraineté de la France? Est-ce que ce sont des menaces étrangères ou des menaces à l'intérieur même du pays? Non, mais la souveraineté, c'est plusieurs choses. Essayons de faire un peu de prospective. De plus en plus, je prends la situation du Covid. On se rend compte, on découvre que l'Europe ne fabrique plus de vaccins. Enfin, le Pfizer a été créé en partie par les Allemands. Oui, bon, mais 3/4 des vaccins viennent de Chine. Si vous prenez les puces qui sont dans nos téléphones, il faut savoir qu'il n'y a plus une puce qui est construite en Europe. Or, il y a 30 ans, l'Europe était l'un des principaux fabricants, pas 30 ans, 10 ans, l'un des principaux fabricants de ces puces de téléphone. Attention, si demain, toute l'industrie pharmaceutique est partie à l'étranger, si demain, tout ce qui fait fonctionner l'électronique si important aujourd'hui est à l'étranger, imaginons dans quelle situation nous sommes. Pas nous seulement Français, mais d'autres. Il faut reconquérir. Les voitures, vous prenez les pneus des véhicules, des voitures qui ont fait travailler des millions de personnes, il faut savoir aujourd'hui qu'ils ne sont plus fabriqués en France. C'est les Chinois qui nous envoient. Imaginez demain que la Chine veuille livrer la guerre, c'est l'histoire d'un roman policier, au monde entier. Eh bien, elle ne livre plus de médicaments, elle ne livre plus de voitures, elle ne livre plus de pièces pour faire marcher l'électronique. Et c'est terminé. On a laissé partir les éléments importants de notre souveraineté. C'est la mondialisation. Mais la mondialisation, c'est une absurde. Très bien que les marchés s'ouvrent, mais ne perdons pas sur le territoire européen l'essentiel des industries qui permettent cette souveraineté. Car le monde s'ouvre, mais si vous n'avez plus de souveraineté, personne ne s'intéressera à vous. On s'intéresse qu'à ce qui est fort. Or, aujourd'hui, on a progressivement laissé tout partir. Je me souviens, j'étais maire d'Évreux, il y a une entreprise pharmaceutique qui est partie pour aller en Chine. Bon, aujourd'hui, elle nous a mis des gens en chômage, et aujourd'hui, on rachète. C'est quand même assez fantastique dans cette affaire de la pandémie. Tout vient de Chine et les Chinois y compris la pandémie. Hein. Y compris la pandémie. Et les Chinois les entreprises chinoises sont florissantes. Ben oui, attention. Attention. Car les guerres ont été des guerres militaires, sont devenues des guerres économiques. Attention qu'elles ne deviennent pas, dans quelques années, des guerres épidémiologiques ou épidémiques, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Attention. Et vous pensez qu'il est déjà trop tard pour revenir en arrière? Non, il n'est jamais trop tard. Non, mais l'Europe, au lieu de nous casser les pieds avec des réglementations, je me souviens toujours sur le marché d'Évreux où la brave dame qui vendait les poulets n'a pas pu les vendre parce que Bruxelles est arrivée en disant qu'il y a une réglementation. Ça faisait 30 ans qu'elle vendait ses poulets. Bon. Au lieu de prendre tatillonner sur des réglementations absurdes, qu'on se préoccupe des vrais problèmes. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on le fait. Alors, est-ce que Bruxelles peut le faire dans la mesure où c'est le lieu où les lobbyistes sont les plus... Qui est-ce qui dirige? Est-ce que ce sont les députés européens ou est-ce que ce sont les lobbies?
avec le glyphosate, on a bien vu que bien, il y avait des problèmes. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir été notre invité. Quel sera votre prochain livre ? Écoutez, j'ai terminé, j'ai remis à l'éditeur il y a quelques jours, il faut encore le corriger, etc. Un livre qui s'appelle... le titre, c'est « Quand les politiques ne nous font plus rire ». Et exactement, que racontez-vous dans ce livre ? Quand on prend l'histoire de la politique, le rire, l'humour, bien sûr, était une arme politique. Clémenceau, mais bien d'autres. De Gaulle. Quand on demande à De Gaulle, est-ce qu'on peut facilement diriger la France, et qu'il vous répond, comment est-ce que vous voulez qu'on dirige la France, un pays de 158 fromages. Bon. L'humour, le rire, était un moyen au service des politiques pour éluder les questions, pour désamorcer une critique, pour déstabiliser un adversaire. Et ça a été une constante. Le problème aujourd'hui, c'est quand vous regardez le personnel politique il y a un siècle, ce qui me frappe, c'est la culture. Quand j'ai relu tous les débats à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale, quand vous avez un Jaurès, un Clémenceau qui parle, ce sont des puiscultures. Ils peuvent faire des citations, ils retombent sur leurs pieds. Aujourd'hui... À part Jean-Louis Bourlange, il n'y a personne. Personne. Quand vous relisez les discours, j'ai relu 10 000 ou 15 000 pages de discours. C'est terrifiant. Or, l'humour suppose une culture. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on vit dans un monde où la pensée unique est celle des réseaux sociaux. Et donc, il y a des mots qu'on ne peut plus employer. Si vous employez immédiatement, ils se retournent contre vous. Et je pense que les réseaux sociaux font en sorte que le politique, d'abord, n'est plus dans l'improvisation. Une des grandes caractéristiques de la Troisième République à l'Assemblée nationale, c'était l'improvisation. On montait et on improvisait. Aujourd'hui, on n'improvise plus. Pourquoi ? Parce que si on dérape, si on fait un lapsus, si on essaye de faire rire, c'est immédiatement pris par les réseaux sociaux, coupés et distribués à des millions de Français qui vont réagir. Et même de manière planétaire, on le voit aujourd'hui très bien. Si bien qu'on est dans une aseptisation du langage politique. Et elle se fait au détriment de l'humour. Rappelez-nous le titre de cet ouvrage. Quand les hommes politiques nous faisaient rire. Merci beaucoup. Je reviendrai. C'est ce que j'allais dire. Vous reviendrez en parler. Merci beaucoup, Jean-Louis Debré. Merci. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à bientôt, avec Jean-Louis Debré.